Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Vous êtes sur Océan FM émettant de Cotonou en synchronisation avec Urban FM de Parakou. Vous regardez également cette émission grâce à la caméra de Océan Télévision. Voici donc le 34e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table de l'année 2017. Point n'est besoin de rappeler l'importance de l'éducation d'un pays pour son économie et son développement. Engagé l'année 2000 scolaire, l'année scolaire 2017-2018 sous de meilleurs auspices, c'est l'ambition du gouvernement de la rupture qui a très tôt satisfait un certain nombre de revendications des enseignants. Mais est-ce que tout est fin prêt justement pour cette rentrée scolaire? Invité de l'émission de Carte sur table, El Hadj Majidi Sabirou, il est le secrétaire général du syndicat national des instituteurs, institutrices, animateurs, animatrices des écoles publiques du Bénin. Aux alentours de 10h, vous pourrez intervenir dans l'émission en composant les numéros 65 00 24 24 ou le 21 33 44 19. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à travers le monde grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée sur Play Store. Mesdames et messieurs, toutes mes excuses justement pour la qualité de la voix un tout petit peu enrhumée ce matin. Merci et bienvenue à vous tous. Voilà, El Hadj Majidi Sabirou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comment allez-vous? Merci, ça va. Ça ira. La fête de la Tabaski, ça s'est bien passé puisque vous êtes quand même... Inch'Allah, ça s'est bien passé comme on a pu trouver notre petit mouton. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Pas trop. C'était la grande fête. Évidemment, quand vous arrivez à voir une fête comme ça, vous devez remercier Dieu et dire que c'est une grande fête et que Allah a exaucé votre prière. Même Dieu en vous donnant la santé, c'est déjà une grande chose. Bien sûr. Merci. Merci. Le décor est assez planté. Voilà, nous allons parler beaucoup plus de la rentrée scolaire. Vous savez, la pré-rentrée est prévue pour le 11 septembre prochain, c'est-à-dire dans une semaine très exactement. Alors, dites-nous si les actes administratifs et de mutation des enseignants sont déjà prêts du côté du ministère de l'enseignement primaire et secondaire également. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est l'occasion de vous remercier et surtout votre maison qui ne cesse de tout faire pour que tout marche sur le plan éducatif. Et parlant du MAMP, à savoir le ministère des enseignements maternels et primaires, il faut dire que nous venions du Conseil sectoriel de dialogue social qui s'est tenu les 23, 24, 25 et 26 août 2017. C'est ça. Nous avons débattu de tout ce qui doit rentrer dans la préparation de la rentrée. Ce qui est sur le credo de notre ministre, c'est de faire paraître les actes 2 semaines avant. Et quand on a discuté, tout devait être prêt avant le 11. Il faut vous dire que moi, je suis à Cotonou. Je n'ai pas pu m'y rendre à Porto-Novo, mais ce que j'apprends, il y a des fuites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que les actes sont en train d'être... les actes paraissent, seulement que le grand public n'a pas encore eu droit à cela. Et ça va se faire avant la rentrée? Ce qui est sûr, ça va se faire parce que c'est ce qu'on s'est dit. Parce que c'était déjà une revendication parce qu'on disait qu'il faut permettre aux gens de connaître leur poste et de rejoindre avant la rentrée. Et nécessairement, n'obligez pas les gens à faire la journée pédagogique avant d'entrer. C'est-à-dire, il est muté. C'est ça. Et il doit venir à l'ancien poste d'abord pour prendre. Permettez aux gens d'aller et d'aller toucher tout, de faire tout. Mais heureusement encore, avec l'expérience qu'on veut commencer cette année, à savoir payer ces primes-là par nos comptes, je pense que tout le monde est tranquille, si tout marche bien. C'est vrai qu'il est prévu dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires une réorganisation de la classe pédagogique du pays en région. Où en sommes-nous actuellement? Mais ils ont commencé depuis l'année dernière. Il faut comprendre que le manque de personnel d'encadrement, à savoir les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, a fait qu'on a regroupé. Alors aujourd'hui, nous avons un inspecteur pour 2 anciennes circonscriptions. On a fait l'expérience l'année dernière.
Vous savez, tout début a des chancellements. Ouais. Je pense que chacun sait déjà comment il joue sa carte. Parce que toutes ces circonscriptions ont déjà un siège. Comment ça s'appelle? Le CRP n'a plus besoin de dire qu'il cherche un siège. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de personnel dans ces locaux. Parce que il est peut-être ce matin ou bien aujourd'hui dans la circonscription A, demain sera dans la circonscription B. Mais le personnel, quand je prends ma circonscription scolaire, ça va à Cotonou, à Kwakwa, tout le monde est parti. Il ne reste que 2 personnes. Comment ça va fonctionner? Sinon, en termes d'organisation, tout est en place. Mais le personnel pour animer la maison qui manque. Oui, mais il y a eu le rappel, bien sûr, des anciens inspecteurs, mais il y a eu quand même. En fait, des ce n'est pas grèves en termes d'inspecteurs, mais c'est en termes d'agents qui doivent accompagner ces inspecteurs. Mais qu'est-ce que vous attendez? Non, ça, c'est je pense que le CRP, je pense qu'il a rendu compte, et c'est à eux de demander du personnel pour leur bureau. Mais en tant que syndicat, vous devez quand même revendiquer. Non, au fait, c'est que les gens pensent que revendiquer, c'est crier, c'est faire du... Non. Nous, là où nous sommes, nous attirons l'attention de l'autorité pour dire à tel endroit il y a problème. Et ce que je fais aujourd'hui ici aussi, si le ministère l'écoute, il sait qu'à tel endroit, et peut-être ce n'est pas seulement la circonscription de Cotonou, peut-être il y en a encore à l'intérieur du pays. C'est à lui maintenant de dire, de lui faire le point de ces zones, et ce qu'il faut faire, il le saura, surtout qu'il a du terrain. Alors, tout est fin prêt justement pour la rentrée. Tout est fin prêt parce qu'il y a quand même des dates, 2 octobre, 18 septembre, il y a eu tellement de rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le ministre a été un peu plus clair, il a dit que c'est le 18 septembre. Est-ce que vous nous confirmez qu'effectivement le 18 septembre prochain, les élèves vont véritablement entrer dans la danse en même temps, comme on l'a dit? En fait, on ne peut pas refuser aux gens de dire ce qu'ils veulent dire. Vous savez, le monde est fait de tout. Tout à fait. Mais je vous dis qu'on vient de finir une session. Et à l'issue de cette session, les secrétaires généraux ont sorti un communiqué et ont confirmé la date du 18 et ont invité même leurs camarades à faire la rentrée, quand bien même il y a encore des choses en attente et que les réponses du ministère nous poussent à croire en lui et à demander aux camarades de reprendre la rentrée. Donc nous avons un communiqué que nos 2 vice-présidents ont signé. Je pense qu'au niveau du MAMP, je parle du ministère des enseignements maternels primaires, nous engageons pour la rentrée. C'est ça. Oui. Et là, la rentrée apaisée, c'est une chose acquise chez nous. Ce que je souhaite est que la promesse faite, que les gens respectent ces promesses pour qu'il n'y ait pas une année scolaire agitée. Tout à fait. Justement, vous parlez de promesses, vous avez le sourire aux lèvres depuis le mercredi dernier, puisque le Conseil des ministres a parlé bien sûr des primes. Les primes de rentrée sont prêtes et seront payées donc avant le 11 septembre prochain. Alors, le montant alloué au ministère des enseignements maternels et primaires est dans l'ordre de 3,3 milliards de francs CFA. Alors, les syndicats doivent se frotter aujourd'hui les mains, monsieur El Hadj Madjidi Sabirou. Merci beaucoup. Oui, vous voyez, au ministère de l'enseignement maternel et primaire, nous sommes si nombreux que si on sort 1 franc, fois le nombre, ça donne des milliards. Et les gens pensent que le milliard dont on parle, c'est chacun a eu une pactole de sommes de millions qu'on sort. Non, mais nous ne nous plaignons pas. Si je vous dis, on est au plus à 100 et quelques mille francs. C'est le directeur qui doit prendre sa prime et à plus à 140, à 130, 140. Et les collaborateurs, ils sont à 100 et quelques. Bon, ça là, c'est de l'argent. Je ne dis pas que ce n'est pas de l'argent, mais c'est de l'argent. Mais vous voyez, ce qui me choque, ce qui choque, c'est que la publicité qu'on fait autour. Sinon, il y a des gens qui prennent plus que qui prennent par exemple le milliard là, en 1 an, dans des secteurs, mais qu'on n'entend pas. Donc nous souhaitons que qu'on permette aux gens de jouir correctement du peu qu'on leur donne, parce que nous savons que le métier que nous faisons, quelles que soient les circonstances, on ne pourra pas nous payer ce qu'on fait. Mais par conséquent, ne chantez pas le peu qu'on vous nous donnez. Parce que dès que vous dites ça, bon, chacun a son problème. Tout le monde, ceux qui sont dehors vont commencer par voir dans la poche de l'enseignant. On a dit qu'on a donné 3 milliards. Ouais. Alors que 3 milliards, comme ils sont tombés dans les poches de M. Madjidi, c'est le seul qui sait. Oui, mais la subvention quand même accordée aux centrales syndicales a été aussi libérée, parce qu'au total 300 millions de francs CFA. Apparemment, tout va pour le mieux, au moins pour ce début de rentrée scolaire. Oui, au fait, ce qu'on donne aux centrales, ce n'est pas pour les militants de base. Au fait, ça permet de les former, non pas de leur donner de l'argent dans leur poche. Mais je dis ce qui est surprenant dans l'acte posé par le gouvernement, c'est la dette payée.
Oui, de 2010. De 2010, parce que je suis trésorier actuellement de la CETB. Mais en 2010, j'étais toujours dans le bureau de la CETB en tant que secrétaire à l'éducation ouvrière. On a tout fait pour que le gouvernement défunt puisse payer. On a toujours traîné les pas. Et qu'aujourd'hui, ceux-ci s'engagent à payer, c'est déjà un pas. Ce qui reste, il ne faut pas seulement donner l'argent. Ouvrir les négociations, le dialogue nécessairement pour permettre que l'effet de ce qu'on donne puisse paraître. Parce que ces fonds, c'est pour former nos militants. On va les former pour dire, voilà comment on négocie, voilà comment on doit se comporter face à l'autorité. Et que l'autorité même ne lance pas les négociations. Vous voyez que c'est peine perdue. Nous aurons des réactions hybrides qui vont se demander, mais qu'est-ce que ces gens font? Les 60 millions vont se partager comment entre les centrales syndicales? Est-ce que ça suffit justement pour faire face aux défis non, au fait, de l'éducation? Les 200 millions qu'on donnait c'est partagé par les centrales par rapport à leur représentativité. Donc c'est pourquoi nous nous exigeons aujourd'hui qu'il faut les élections professionnelles pour revoir... Mais ça date de longtemps. Ça date de longtemps et c'est sûr le résultat... Qu'est-ce qui a bloqué justement ces élections professionnelles? Maintenant je pense que nous sommes prêts au niveau des centrales, en tout cas au niveau de ma centrale, nous sommes prêts. C'est l'État qui traîne ou bien c'est le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement défunt avait prévu des sommes pour lancer. On se préparait à partir quand, avant, il y a encore eu une réticence qu'on ne comprend pas. Mais avec le gouvernement actuel, les négociations continuent et ils ont promis qu'ils vont le faire. Souhaitons qu'ils le fassent avant la fin de l'année. Il va de l'intérêt de ceux qui sont là. De nous tous, de nous et du gouvernement. Parce que tant qu'il y aura des gens qui sont élus depuis des lustres et qui vont continuer, qui sont plus représentatifs, il y aura toujours des réactions des autres. Et là, ça n'arrange pas la preuve. Vous voyez par rapport au CNDS, ce qui se passe. Or, s'il y avait les élections professionnelles, tout le monde se range et respecte les résultats. Donc, ça va dans l'intérêt des syndicats et ça va aussi dans l'intérêt du gouvernement. Donc, autrement dit, aujourd'hui, les centrales syndicales sont prêtes, mais il appartient au gouvernement donc, de faire il n'a qu'à lancer pour voir si on n'est pas prêt. Il n'a qu'à lancer, nous sommes prêts. L'essentiel, si d'abord le travail a été fait, et tout ce qu'il faut pour faire les élections est prêt. Mais il faut débloquer les fonds. Est-ce que c'est les fonds qui manquent? Mais comme déjà, ils se trouvent déjà à nous payer nos dettes, je pense qu'ils vont trouver l'argent pour pouvoir organiser les élections. Il y a aussi peut-être un audit par rapport aux 200 millions, parce que ça rentre souvent dans la poche des secrétaires généraux. Alors, est-ce qu'il y a un audit qui serait... Est-ce que je suis prêt aujourd'hui, est-ce que le gouvernement fasse un audit au niveau des centrales syndicales? En tout cas, chez nous, à la CETB, nous sommes prêts. Aujourd'hui, je suis le trésorier général de la CETB. Et si les gens s'étaient opposés hier, c'est la manière dont le pouvoir était rentré dans la bourse du travail. C'est vrai, vous avez déposé, on ne peut pas refuser à celui qui dépose son argent pour faire quelque chose, de ne pas venir voir comment ça se dépense. Mais face à une situation, parce que nous reprochons des choses au gouvernement, parce que nous réclamions des choses au gouvernement, il a voulu user de cela pour pouvoir nous intimider. Nous avons dit non. Bon, maintenant, nous sommes là. Ils n'ont qu'à venir, on va faire le point. Il n'y a pas de plan. Qui a peur? C'est le peuple. Tout à fait. Alors, depuis quelques années, la pratique des travaux dirigés peignants s'est développée dans nos écoles et collèges. Et parfois, les mêmes enseignants qui encadrent les enfants en classe sont ceux-là même qui les prennent en TD. Alors, puis, on demande donc aux parents de payer. Alors, le Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé d'interdire la pratique pour compter bien sûr, pour compter de la rentrée scolaire prochaine. Votre position par rapport à cette décision du Conseil des ministres? Merci beaucoup. Cette situation, au MOMP, il y avait déjà un arrêté ou bien... En tout cas, il y avait un texte qui était écrit, sorti pour interdire ce travail-là. Mais pourquoi les enseignants le faisaient? Vous voyez? Pour arrondir les mois. Non. Bon, c'est ce que les gens disent. Mais voyez-vous, dans une classe, vous travaillez avec l'effectif pléthorique. Il y a des enfants qui, c'est quand on les prend après, qui retrouvent, parce qu'on reprend ce qu'on a fait en classe, qui se retrouvent. Mais certains parents s'opposent parce qu'on n'oblige pas tous les parents à le faire, parce qu'eux, ils ont les moyens de trouver quelqu'un qui doit encadrer, quelqu'un de qualité qui doit encadrer l'enfant à la maison. Ceux-là n'ont pas de problème. C'est pour aider ceux-là qui n'ont pas la capacité ou bien la possibilité d'avoir quelqu'un pour les encadrer, que nous leur proposons ce service. Mais la pratique qui n'était pas bonne, c'est que l'enfant qui ne paie pas, les TD sont devenus les instruments de répression. Ou soit on l'empêche de suivre les cours, ou soit on ne lui permet pas d'avoir ses notes. C'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Et là, ça devient stressant pour l'enfant. Et le parent se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, la décision, elle est bonne, parce que chacun est quitte.
Et c'est encore les mêmes enseignants que les parents vont recruter à la maison pour les encadrer. C'est ça le problème. Mais c'est ça. Et maintenant, quand l'enseignant regroupe 30 élèves, pour prendre par exemple, je le dis comme ça, 2000 ou bien 1000 francs, mais quand on va vouloir, le parent va vouloir le recruter pour aller à la maison, ce ne serait plus 2000. C'est ça. Alors ça devient la chose des nantis. Et les enfants de pauvres, bon, hier, il faut reconnaître aussi, hier, nous, on n'avait pas eu de maître d'études. On avait les groupes de travail et on avait la conscience. Mais c'est que nos enfants d'aujourd'hui, vu leur âge, ils ne savent pas qu'il faut prendre leurs responsabilités quand on va à l'école. Nous, on avait des groupes de travail et c'est avec ces groupes de travail qu'on étudiait. C'est ça. Maintenant, on va encore apprendre aux enfants à travailler en groupe. On va voir le résultat aussi. Parce que ce qui s'est passé, le résultat de cette année, ce n'est pas seulement venu tomber du ciel. C'est le travail que chacun a fait à chaque moment. Nous allons encore expérimenter la décision du gouvernement et on verra. Oui, vous parlez bien sûr des statistiques. On sait que le ministre Salimane Karimou a réussi quand même à faire passer le taux du succès au certificat d'études primaires de 39,26, ainsi mes souvenirs sont bons, à 65,15% en un an. Alors, les TD ont sans doute joué un rôle quand même dans ces statistiques-là. Alors, si on suspend les TD aujourd'hui, est-ce que ça va jouer l'année prochaine sur les résultats? Non, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Il revient à chaque responsable d'école de savoir comment prendre les enfants. Certes, les enfants vont rester un peu plus tard à l'école pour travailler avec leur maître et seront encadrés à la maison. Moi, je dis, mais faisons l'expérience. On va voir, mais je ne pense pas. Au-delà du fait que le résultat a bondi, c'est la prise de conscience et des enseignants surtout, des élèves et des parents. Même s'il y a des enfants qui ont fait TD mais qui ont échoué, c'est-à-dire qu'au fait, ce n'est pas à tous les enfants que les TD rendent service. Donc, c'est-à-dire que sans les TD, il y a des enfants même qui ne vont pas au TD, qui n'ont pas d'encadreur à la maison, mais qui ont réussi. Ils ont fait comment? Ils ont pris conscience, ils ont travaillé. Donc la réussite, c'est au bout du travail. Maintenant, il faut apprendre l'enfant à apprendre seul. Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont en groupe, ils sont bons, ils font tout. Mais dès qu'ils sont seuls, ils n'arrivent plus à réussir ce qu'on leur demande de faire. Donc c'est ce qu'on va apprendre, c'est à nous, enseignants maintenant, de reprendre une autre méthode de travail avec eux pour les obliger à apprendre seuls. C'est ça. Plus vous êtes enseignant, vous êtes secrétaire général du syndicat national des instituteurs, institutrices, animateurs et animatrices des écoles publiques du Bénin. Alors justement, est-ce que le fait de relever de leurs fonctions, les directeurs d'école ayant obtenu 0% de taux de réussite au CP 2016 a favorisé également une prise de conscience au niveau de ces... Mais là, ça c'est vrai. Ça, je ne peux pas mentir. Ça a favorisé parce que tous les directeurs ont pris conscience. Même en temps de grève, les directeurs savaient qu'il y avait quelque chose à régler. Donc, même s'ils font grève, dans le week-end, ils sont à l'école. Donc, ça veut dire que... Et c'est ça que j'ai regretté. Est-ce qu'il faut être derrière nous pour faire ce que nous devons faire? C'est à nous maintenant de voir qu'on peut faire le travail sans qu'on ne nous persécute. Mais c'était devenu une habitude. Il faut comprendre aussi que cet état des choses découle des 100% sans effort qu'on donnait. Donc, les gens savaient que, quelles que soient les circonstances, il y avait toujours au moins... Le résultat est bon. Et quand on a commencé par respecter les tests, les gens ont compris que c'est grave. Il faut que, déjà à notre sein, parce qu'il y a des examens blancs à notre sein, au-delà de ce que la DEDAMPAI a organisé, nous-mêmes en tant qu'enseignants, nous avons organisé des examens blancs entre écoles pour pouvoir voir le niveau des enfants. Et les enfants ont compris que ce n'est plus de l'amusement. Et là, chacun a pris sa responsabilité. Donc cette décision, elle n'est pas mal. Elle a aidé aussi... On a parlé également de leur réintégration. Est-ce que ça a été fait déjà? Non, pour être directeur, il y a des conditions. Mais ils ont été suspendus. Est-ce qu'ils ont été suspendus. Mais est-ce qu'il y a de postes de direction? Il n'y en a pas assez. Est-ce que tout... ce que j'ai regretté par rapport à ces collègues qu'on a suspendus, au lieu de faire face et de montrer que non, ils n'avaient pas paraissé, ils avaient laissé les classes et tout le temps, ils étaient dans la rue, réclamant qu'il faut les... On ne peut pas encourager les jeunes que nous recrutons pour savoir que j'ai 0% et on doit obligatoirement... Ils devaient reprendre le travail et les gens vont prendre... Ils ont des responsables qui les suivent. Et s'il faut les réintégrer, ce n'est pas à eux de demander. Même si on ne les inspecte pas, on peut toujours faire leur proposition pour dire cela peut être nommé. Mais si on constate que par rapport à ça, tu t'es énervé, tu ne fais plus le travail, tu ne prépares plus ta classe, tu ne travailles plus en classe, l'enseignant
qui n'est pas bon en classe, devenu directeur, il sera quoi? C'est grave. Donc moi, j'invite les collègues, nous sommes pour leur réintégration, mais qui donnent la preuve qu'ils ont pris conscience. Parce qu'il y a d'autres qu'on ne peut pas condamner, qui sont venus dans une école où tout était abandonné. Ils ont pris l'école, un ou 2 mois après, ils sont allés à l'examen. Ils n'ont que eu le résultat de l'ancien qui ne faisait rien. Yeah. Eux, malchance pour eux, ça les a emportés. Mais ceux-là, moi je leur demande, c'est pas une fin en soi. Reprenez votre travail en main, on vous découvrira et on vous nommera. Il n'y a pas de problème. Mais si c'était qu'il y avait assez de postes vacants, il n'y a pas de problème. Ceux-là seront vite pris. Mais quelle que soit la pénurie de direction, si ceux-là ont tranché dans leur circonscription, je suis sûr que les CRP vont les proposer pour qu'on les nomme. Voilà. Alors, on sait aussi que l'enseignement maternel n'attire pas les foules en Afrique, mais cependant, au Bénin, les effectifs de pré-scolaires n'ont cessé d'augmenter. Mais malheureusement, c'est les parents pauvres, l'enseignement maternel au niveau de notre pays. On ne parle pas souvent donc de ces enseignants, de ces institutrices, de ces animateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que SG, justement, pour booster ou pour amener l'État à considérer beaucoup plus ces gens-là? Merci beaucoup. Cette histoire, ça dépasse l'entendement. Comment comprendre qu'il y a encore des enseignants qui sont à plus de 3 ans, 4 ans, 10 ans sans salaire et qui sont les éducateurs et éducatrices. Or, la pré-insertion commence par là. Nos enfants, les petits-enfants. Et je vous jure, ces enfants qui passent par la maternelle, ils vous émerveillent quand ils viennent au primaire. Donc, ils reviennent. Nous, en tant que secrétaire, c'est une revendication que nous avons portée tout le temps et que nous continuons de porter. Mais aujourd'hui, il y a aussi le problème de comment, c'est la question comment ces gens sont recrutés. Aujourd'hui, on a fait un état des lieux, on les a recensés. Et on nous a dit, et c'est dans notre plateforme revendicative. Oui. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on est en train de faire le point pour tirer le vrai grain de l'ivraie. Et en ce moment, ils vont suivre. Mais par contre, il y a certains parmi eux qui sont déjà pris en compte et qui ont leur salaire. La situation à ce niveau, c'est qu'il y a certains qui sont rentrés avec un diplôme plus bas. Et comme il y avait tellement de désordre dans la maison, ils ont présenté maintenant leur diplôme supérieur et ça devient cafouillage. Et la même personne, on le voit recruter avec un différent diplôme et après il a évolué. Mais ce n'est pas sa faute parce que dans la vie, tout évolue. Si vous ne voulez pas vous occuper de moi maintenant, vous allez vous occuper de moi demain. Et c'est ce que les gens ont fait. Je pense que l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités et dire, bon, je m'arrête à tel niveau et je règle le problème de tout le monde. Mais il y a quand même le décret 543 du 21 novembre 2015, le concernant qui normalement devait être appliqué. Mais pourquoi ça traîne justement? Là, il faut voir le gouvernement qui traîne. Et nous sommes toujours dans les schémas de la négociation. Sinon, on aurait déjà fermé encore les classes par rapport à ce problème. On va nous dire encore, ils ont commencé. Mais les collègues s'agitent aussi, mais nous-mêmes, nous les soutenons parce qu'on ne peut pas comprendre comment qu'il y ait quelque chose qu'il faut appliquer et que les gens n'appliquent pas. Même s'il n'y avait pas les moyens, dites-nous ça. Et on va échelonner la résolution de ce problème. Mais c'est un problème à la maternelle. Je n'ai pas compris pourquoi les autorités au niveau supérieur ne veulent pas. Est-ce que c'est une volonté? Ils n'ont qu'à sortir de leur mutisme et nous dire carrément ce qui est. Et là, ensemble, nous allons proposer des solutions. 3 ans, ça allait. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Et les gens sont là. Mais c'est surprenant. Et on se demande qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens-là. Ils continuent de vivre. Voilà, c'est ça, ceux-là qu'on appelle des citoyens. Des patriotes. Des patriotes qui pensent que tôt ou tard, quelque chose. On dit, il vaut mieux espérer quelque chose que de ne rien attendre. Et ils sont dans ce schéma. Ils font ce qu'ils peuvent et viennent dans l'espoir que l'État finira par les écouter et par régler leurs problèmes. Et je pense que à partir de maintenant que nous avons vu que l'État a commencé par montrer qu'ils ont les moyens, ils doivent s'occuper d'eux. Sinon, ce sera là où on va se battre. Et sans pardon. Parce que, voyez-vous, que les enfants, on les laisse pour dire qu'on grève. Ces petits-enfants qui, d'abord, au début, quand ils viennent, ils pleurent. Quelques mois après, ils sont intégrés, ils veulent venir à l'école. Quand un matin qu'on les abandonne,
Vous voyez quel goût. Il faut donner le goût du travail à l'enfant dès le bas âge. Mais si déjà 2 jours à l'école, 3 jours à la maison, vous voyez que l'enfant ne finira pas dire bon, je préfère rester à la maison. Et même si on est devenu grand, ne vouloir pas aller à l'école. J'invite nos gouvernants de se pencher spécialement sur ce dossier et de trancher le problème des camarades de la maternelle pour une fois pour de bon, qu'on cesse de dire, mais c'est honteux, dans quel pays on ira dire que des gens travaillent 10 ans et n'ont pas leur salaire? Et ça hésite. Et les gens meurent à cause de ça, des gens perdent leur foyer à cause de ça, mais pourtant, j'exhorte les gouvernants à se penser sérieusement sur ce côté-là. Il y a tellement de problèmes au niveau de l'enseignement, parce que qu'en est-il par exemple du contrat de travail des agents contractuels de l'État recrutés au titre de 2016 au profit du ministère de l'enseignement primaire et maternel et primaire, si vous voulez? Je ne veux pas être le porte-parole du gouvernement ici, voilà. Mais vous maîtrisez mais je sais que ceux-là, ils doivent toucher leur salaire, leur rappel. S'ils n'ont pas encore pris quelque chose à la fin du mois d'août, fin du mois de septembre, ils doivent prendre. Parce que la commission qui a travaillé à Abomey a fini et a déposé ses travaux. Et moi, j'ai suivi, parce que souvent c'est le cas, j'ai suivi. Les actes sont actuellement au ministère des Finances pour l'opposition. On leur a même demandé déjà d'ouvrir un compte et de déposer au ministère des Finances. Je pense que c'est ceux-là, ils doivent déjà commencer par toucher quelque chose. Sinon, en septembre, sinon ils ont déjà touché quelque chose. Mais ce que je vais demander, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le recrutement n'est pas fini en 2016. Mettez un système en place pour que dès que les gens sont recrutés, qu'on les prenne en charge en même temps, pour que 2 mois, 3 mois, qu'ils commencent par toucher quelque chose. Mais c'est que le fait, moi je n'ai pas compris. On recrute, on attend 5 mois, 6 mois, voire un an. Avant de commencer. Ou bien, c'est qu'on dit, on leur donne d'avance. Et ça devient éternel. On ne s'occupe plus d'eux. Moi, je ne souhaite pas que ça soit une avance qui va durer des années, ce que nous on a vécu tout le temps. 26 400 durant des années, avant qu'on ne commence pas à s'occuper d'eux. Non, je ne veux pas ça. Ayez le système. On a parlé de, comment l'appelle-t-on, de permettre au ministère de l'enseignement maternel et primaire de pouvoir prendre ses actes. Et à la fin, on peut pouvoir associer la fonction publique et le ministère des Finances pour boucler. C'est ça le problème, on dit que nous sommes nombreux au ministère des enseignements maternels et primaires. Notre nombre contribue au développement du pays. Et pour cela, il faut des actes spécifiques pour permettre à ce ministère-là d'évoluer. Parce que si tout le temps, il y a des débrayages dans le système, quel résultat et quel homme le Bénin aura demain? C'est ça, c'est effectivement ça. Et quel homme le Bénin aura demain, puisqu'on parle déjà bien sûr de l'initiation donc à l'informatique et à l'anglais au primaire, et qui sera bien sûr une réalité à partir de la prochaine rentrée scolaire. Qu'est-ce qui est fait justement pour éviter des flottements à partir du 17 septembre prochain, monsieur Madjidi Sabirou? Oui, j'avais eu des appréhensions. À la session dernière, j'ai eu à discuter avec certains cadres du ministère. Je suis un peu apaisé, mais mes doutes persistent. Je prends l'anglais. C'est une bonne chose. D'abord, il y a des écoles privées qui ont commencé. Donc, à côté du Nigeria, si vos enfants ne maîtrisent pas l'anglais, ils ne font rien. Bon. Donc, c'est bon. Ce qui a manqué, c'est une large discussion avec les acteurs. C'est ça. Bon, on ne peut pas refuser ça. Ils ont commencé. Mais moi, je dis, est-ce que la méthode là prospérera? Parce qu'aujourd'hui, on a sorti des enseignants. Avec la pénurie des enseignants sur le terrain, on a encore sorti d'autres pour en faire des enseignants d'anglais. Et ceux-là qui auront un certain nombre d'écoles à sillonner. Bon. Le sillonnement m'a un peu intrigué, mais on m'a expliqué. J'ai dit bien. Mais l'année prochaine, ça se fera comment? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire l'anglais au CI. Il y a un certain nombre, et c'est à la phase expérimentale. Bon. Si on finit cette année au CP, les enfants du CI passeront au CP. Est-ce que les enseignants qui les ont tenus au CI passent avec eux? Si oui, le CI là, on va encore sortir d'autres enseignants du terrain pour s'occuper des enfants du CI. Et alors, nous qui pleurions pour dire qu'on n'a pas d'enseignants dans les classes, on est comment? Ça veut dire que le problème, c'est comme donner avec la main droite et reprendre avec la main gauche. Alors, si c'est comme ça, on va faire. À la généralisation là, c'est qu'on aura des enseignants d'anglais à part. Attention, nous avons des gens maintenant qui ont peut-être le CAP, qui peuvent être nommés directeurs d'école. Et mis dans ce système, ils ne pourront plus l'être. Ah bon? Oui,
Parce que comme ils ne pourront plus être directeurs d'école parce qu'ils sont maintenant maîtres expérimentateurs de la langue anglaise. Ouais. Bon, mais nous savons que nous regardons partout. Lors du CEP, l'examen de fin d'année au CM2, c'est des gens qui allaient à la correction. Voilà que toute l'année, ils n'ont fait qu'anglais. Au CI. Ils iront corriger quoi? Donc, ils seront peut-être des surveillants. C'est un autre problème. Est-ce qu'on a réfléchi à tout ça? C'est des collègues, parce qu'aujourd'hui, ils sont au début, au démarrage. Il doit toujours avoir des petits problèmes. Parce que tout au jeu n'est jamais parfait. Tout à fait. Est-ce qu'on ne conduit pas à créer un collectif des enseignants du primaire qui font l'anglais? Il y a tellement d'associations dans ce pays aussi. C'est des hypothèses que vous... Je mets des hypothèses parce que face à un problème, les gens vont dire que les syndicats là ne règlent pas nos problèmes. Et même vont se retrouver. Est-ce qu'avec ce comportement-là, ça ne bloque pas l'évolution de la chose? Que nous tous au départ, nous avons dit que c'est bien. Et aussi, il ne faut pas voir ce qui est dedans. À savoir la rémunération qui est dedans pour rentrer maintenant. Pour que, à la fin, c'est-à-dire lors de la généralisation, quand tout ce qui, les intéressements qui sont autour ne sont plus là, qu'on commence pas à flancher et qu'on ne fasse pas comme ceux qui sont allés faire le français au Nigeria. C'est ça. Parce que les gens, au départ, les gens allaient, mais le résultat aujourd'hui, moi je pense que comme nous sommes au démarrage, qu'on revienne, qu'on s'asseye ensemble et qu'on discute et qu'on nous montre le plan et que nous leur disions ce que nous pensons de ce plan et ce qu'on propose. Parce qu'il ne faut pas que c'est en cours de route que face à des difficultés, on commence pas à dire des choses, alors qu'il y a des choses qu'on pourrait planifier dès le départ pour ne pas avoir de problème. Moi, je pense que si on avait actuellement, on peut déjà commencer par former ceux qui sont sur le terrain, les initier. Les CI, on sait que les CI sont déjà... Les maîtres du CI vont suivre ceux qui sont en train de faire. Mais les autres du CP, là, qu'on commence par les initier des petites formations pour qu'ils soient un peu baignés dans le programme. Pourquoi ne pas donner le programme dans toutes les écoles pour que tous les maîtres aient ça et s'initient en attendant que ça tombe sur eux? C'est ça. Au lieu d'avoir des maîtres spécialistes d'anglais au primaire, pourquoi ne pas faire de ce maître-là même qui tient sa classe, enseignant d'anglais, dans l'emploi du temps, il sait comme fait la mathématique, à telle heure je fais l'anglais. Et là, on pourra pouvoir évoluer. Et là, on va plus continuer à créer inutilement la pénurie d'enseignants dans les classes. C'est ça. Oui. Il y a même par rapport à la cantine scolaire qui démarre également la rentrée scolaire prochaine. Est-ce que tout est fait prêt justement pour une meilleure organisation, une bonne organisation? Ce que j'aurais appris sur le terrain dans les écoles, les zones ciblées, les nourritures sont parties, les moyens sont partis. Mais j'en appelle à la responsabilité de chacun de nous. Ce qui a fait que ça s'est arrêté, là, je ne vais pas... Tout le monde le sait, le détournement. Voilà. Et le détournement à tous les niveaux. Du sommet jusqu'à la base. Et je l'ai déjà dit une fois, quelque part, il faut que le cabinet, au-delà du contrôle habituel, ait un contrôle parallèle pour pouvoir voir ce qui se passe. La nourriture, c'est pour les enfants. Maintenant, les enseignants qui donnent à manger aux enfants, là, ils vont manger. Bon, ils vont quoi? Donc, il faut... Ils vont manger sur place, mais pas à la maison. Voilà. Non, pas emporter tous les sacs. À la maison. Parce qu'il y a des gens, ils emportent tout. Ils vendent et mettent des choses périmées dans les sacs. Quand le contrôle vient, on pense que c'est là, alors que tout est parti. Moi, je pense qu'il faut un travail de responsabilité. Parce que si le chef en haut n'en prend pas dedans, le petit en bas ne va pas continuer à prendre. Alors, si on sait qu'on a tapé, c'est ça qui manque dans notre pays. Taper du poing sur la table pour dire ça suffit. Et éviter de penser que, bon, si je fais ça, les gens vont dire, si c'est juste, si on ne pense pas que c'est un règlement de compte, si on ne voit pas que c'est un règlement de compte, on vous suivra à la preuve. Quand les directeurs ont eu 0%, mais tout le monde n'a pas soutenu. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Donc moi, je pense qu'il faut pouvoir dire à chacun, ces écoles qui sont concernées par la cantine scolaire, que ce sera strict. Et les lois... Et peut-être que c'est là le rôle des syndicats, justement? Est-ce que, parallèlement aux outils, vous avez contrôlé un peu le rôle des syndicats, c'est l'éducation. Et c'est ça que je fais. Et nous l'avons toujours dit. Moi, par exemple, j'ai des militants qui ont été déchargés, mais je ne les ai pas soutenus. Ils n'étaient pas contents, mais je ne les ai pas soutenus. Et je leur ai dit ce qu'il faut. Ceux qui sont là et qui sont directeurs d'école, je dis, voilà ce qu'il faut faire. Et nous allons continuer à les éduquer. Maintenant, à la rentrée, nous irons vers nos militants qui sont dans les écoles à cantine pour leur dire ce qu'il faut, ce qu'il faut éviter. Parce que quand ils ont des problèmes, c'est à nous qui recourent. Il faut qu'ils sachent que s'ils tombent et que c'est leur faute,
Pourquoi ne pas même nous dire, ah, tel a dit de faire ci. C'est ça. Et se taire, et nous allons continuer la lutte après. Mais si eux-mêmes rentrent dans le jeu de tel qui a dit de faire ci, et qu'après, il est complice. Mais même s'il a peur de se plaindre à une autorité, dans le cas, se plaindre à ses responsables syndicaux pour dire, voilà ce qu'on me demande de faire, alors qu'on a dit que ce n'est pas possible de le faire. Nous, on va continuer, ils vont voir. L'autorité qui a demandé, en tout cas, nous, on a les moyens pour empêcher l'autorité de conduire nos militants à faire la fraude. Alors, s'agissant aussi des heures de travail maintenant, on sait que le ministre a souhaité que les après-midi soient consacrés justement aux activités autres. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que au niveau de nos écoles, on travaille de lundi, voire même jusqu'à dimanche, samedi. Est-ce qu'il y a une réorganisation à ce niveau, SG? Non, l'emploi du temps est demeuré tel. On n'a pas eu un nouveau emploi du temps. Si vous voyez, par exemple, le mercredi, les enfants viennent à l'école, c'est par rapport au TD. Le samedi, c'est par rapport au TD. Ça. Mais ça, là, ça passe. Donc, cela veut dire qu'on n'aura plus de foule à l'école les mercredis et les samedis. Mais les mercredis soirs. Les mercredis soirs et les samedis matins. Mais permettez au maître du CM2 ou au directeur du CM2 qui veut un résultat de se sacrifier. Parce que quand il va venir le mercredi soir avec ses enfants le samedi, il ne demande pas de l'argent. Mais il constate que à ce niveau où je suis, les thèmes que je développe avec mes enfants, ils ont des difficultés à maîtriser. Il n'a plus assez de temps dans l'emploi du temps pour pouvoir rattraper ça. Il peut se dire, demain soir, vous venez pour qu'on travaille sur telle chose. Permettez-nous de le faire pour pouvoir... Et tout ça là va rehausser. Et je sais qu'il y a plusieurs... Moi, j'ai eu un collaborateur dans mon école. Il vient les dimanches travailler avec ses élèves de CM2, mais sans un franc. Et nous avons exigé que tous les enfants... Le parent qui refuse à son enfant de venir, qui s'assure que le résultat sera ce que nous voulons. Et tout le temps, on a été parmi ceux-là qui ont propulsé le résultat de la circonscription scolaire d'Akopa. Donc je pense que par rapport à l'emploi du temps, les gens avaient dit qu'on va faire journée continue. Rien n'y fit. En tout cas, on n'a pas eu. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il faut pouvoir bien étudier ça. Vous souhaiteriez quand même qu'on revienne à l'ancien temps, c'est-à-dire travailler de 7h à 14h. Et puis, voilà. Il faut voir la psychologie de l'enfant, le seuil de fatigabilité de l'enfant. Et aussi voir l'encadrement. Le parent qui, en ce moment-là, alors là-bas aussi, il faut que ça soit de 7h à 14h. On verra bien. Mais on a fait l'expérience. Pourquoi on est revenu à la méthode actuelle? C'est qu'il y a eu des problèmes. Il faut qu'on s'asseye pour évaluer tout ça là. Et c'est ça que je dis. Il ne faut pas que les gens s'asseyent encore pour dire qu'il y a une commission à qui on a confié ce travail là. Et vraiment, la commission vient pour dire c'est comme ça. Non, qu'on s'asseye nous tous. Les griefs par rapport à cette méthode hier. Qu'on associe tout le monde. Voilà, qu'on associe surtout nous, les partenaires sociaux, nous souhaitions. Ce n'est pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais c'est pour voir et leur proposer des solutions alternatives. Parce que, bien, en tant que cadre bourré d'intelligence et de tout, nous, avec notre petite intelligence, il y a des choses, quand ils vont sortir, nous pouvons leur dire ça là. Parce que nous sommes hommes de terrain. Donc, c'est plus pratique ce que nous allons dire que intellectuel, ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous exigeons souvent, associez-nous, pour qu'on puisse vous dire là où peut y avoir des problèmes. Parce qu'ils peuvent ne pas le voir. Et quand on leur dit ensemble, et là, quand on va appliquer, il n'y aura plus de cris. Là, tout le monde sera content parce qu'on dit c'est notre œuvre. Or, tout ce que l'on fait pour l'école, c'est pour nous tous. Parce que ce sont nos enfants qui sont à l'école. Et c'est pour nos enfants qu'on nous travaille. Donc, personne ne travaille pour autrui. C'est ça. Alors, vous savez, le 28 juillet dernier, le gouvernement a adopté un projet portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de dialogue social. Le CNDS est chargé donc de la mise en œuvre de la Charte nationale du dialogue social. Alors, vous êtes un membre titulaire, vous représentez la CGTB en quelque sorte au sein de cette commission. Alors, dites, quel est d'abord l'état du dialogue social au Bénin? Le dialogue social est en panne. En panne, En panne au Bénin. Et depuis le régime défunt, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'avec l'arrivée de cette structure, et de Dieu merci, on l'a installée. Ce qui manquait pour que cette structure commence, on l'a installée. Nous avons déjà eu notre première réunion de prise de contact. Et notre session prochaine, ce sera le 14 septembre prochain, pour étudier certaines choses qui doivent nous permettre de vite évoluer. Le dialogue social, aujourd'hui, les gens avaient commencé, mais ils étaient pris. Il semble que les gens même étaient fébriles par rapport à la chose syndicale. Mais ici, avec ceci, comme il y a les employeurs, les travailleurs, le gouvernement, et surtout qu'à la tête de cette structure, nous avons quelqu'un qui connaît tout le monde.
ancien secrétaire général de Confédération, ancien. Donc, Ça, il a tout ce qu'il faut, à savoir le camarade Guillaume Atikou, il a tout ce qu'il faut pour manager. Et si nous jouons correctement notre rôle dans cette structure, je pense qu'on n'aura plus de cris. Parce que nous avons, au moment où on voulait installer la structure, nous avons eu la chance d'aller au Sénégal pour voir comment ça fonctionne. C'est ça. Je vous dis, on ne peut pas comprendre que dans un pays... Est-ce que vous entendez comme ça la grève au Sénégal? C'est rare. C'est quand ça dépasse. Parce que le CNDS s'auto-saisit des problèmes, des revendications des travailleurs. Quand entre les travailleurs et le ministère, ça, ils ne s'entendent pas, ou bien entre le travail et le gouvernement, ils ne s'entendent pas. Le CNDS s'auto-saisit de la revendication, discute avec les travailleurs, discute avec le gouvernement et trouve un terrain d'entente. Et ça s'impose et au gouvernement et aux travailleurs. Si nous arrivons à jouer ce rôle dans ce pays, je vous jure que le pays va encore prendre un bond dans le développement. Parce qu'il faut reconnaître que c'est ce débrayage qu'il faut que nous faisons toujours sur place. Parce que les gouvernants, dans la volonté de ne pouvoir pas, d'empêcher la grève, acceptent certaines choses qui ne sont pas applicables. Et maintenant, dans l'application, ils n'arrivent plus à tenir à leurs promesses. Et les travailleurs disent qu'ils nous ont trompés, nous ont floués. Or, avec cette structure, on pourrait dire ce que vous demandez, c'est à tel... On prend, parce que nous, on a discuté avec le président du CNDS du Sénégal, qui a dit... Le président, il lui dit. Et là, on peut même soutenir les travailleurs si on voit que ce qu'on a demandé au gouvernement de faire, c'est faisable et qu'il ne veut pas faire là, c'est la mauvaise volonté. On pourra alors les obliger à le faire. Je pense qu'aujourd'hui, avec le CNDS, ça va redonner un peu de plus aux négociations entre centrales, gouvernement et aussi entre les employeurs. Voilà, ce n'est pas une structure budgétivore comme l'a laissé entendre le secrétaire général de la CSTB, Paul Isseiko, qui pense que ce n'est pas la création d'un conseil justement qui va résoudre les problèmes des travailleurs. Mais pourtant, il le savait, il était le rapporteur de ce comité qui a fait ce travail. Ah bon. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé après? En tout cas, moi... Au sein du CND, on n'a pas la CSTB. C'est eux seuls qui pourront donner la réponse. Mais moi, je dis, si nous contribuons à une structure qui pouvait nous aider à sortir de nos problèmes, ce n'est pas parce que je ne suis pas là que je vais voir d'un mauvais œil. Si après les élections professionnelles, parce que le bureau qui est là ne sera pas éternel, ça va évoluer, et qu'on aurait fait les élections professionnelles, et qu'il sera représentatif, et qu'il doit venir s'assiéger, il va refuser. Alors que nous avons des places au Conseil économique et social, et on ne sent pas notre présence là-bas. Ici, on sentira notre présence parce que nous sommes là. Donc tout ce qui parle de la faible représentativité, bien sûr, des travailleurs au sein de ce conseil, c'est faux. Comment faible? C'est 10. On dit comité, c'est un truc paritaire. Le nombre d'employeurs, le nombre de gouvernants, le nombre de les quotas, quoi. C'est la quota. 10. Où est la faible représentativité là? Et aujourd'hui, nous avons encore un camarade qui est deuxième vice-président. Au-delà de ça, il peut dire porter nos problèmes à ce niveau, au niveau du bureau, avant que nous-mêmes nous venions. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite quand l'enfant est né et parce qu'il n'a pas crié, il faut tout de suite le jeter pour dire qu'il est mort. Non. Vous voyez, on le tape un peu et il revient. Je pense que nous tous nous sommes appelés à donner vie à cette structure pour permettre à notre pays de se développer. Sinon, c'est grave. Si on laisse seulement la décision au gouvernement de décider de quand il faut négocier qu'on sort, on aura toujours les crises dans la maison. Or, avec le CNDS peut demander aux structures de négociation, parce qu'au-delà de ça, ils ont un travail. Mais il y a toujours les structures qui travaillent par rapport au dialogue social et au niveau de l'État. Si cette structure ne marche pas et qu'on se plaint au CNDS, le CNDS est chargé de relancer le pouvoir pour dire mais allez faire tel, ou bien on envoie la revendication. Au Sénégal, par exemple, les travailleurs ne connaissent même plus le gouvernement, ils connaissent le CNDS. Ils envoient les revendications au CNDS et le CNDS se charge maintenant de régler le problème et ils sont en paix. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas facile de gérer des grèves. Quand on lance une grève, on est tous stressés. On ne sait pas quelle sera l'issue de cette situation. Donc, il serait mieux que tout le monde ne se rende pas malade inutilement et qu'on ait des structures qui peuvent nous permettre d'évoluer. Parce qu'il faut comprendre, le gouvernement est là tout à la fois.
Donc, c'est quand on ne commence pas à lui taper dessus qu'il dit, bon, il laisse, c'est pas qu'il s'occupe de tout. Il laisse l'autre et vient ici. Au moment où il est en train de s'occuper de ceci, l'autre encore crie. Donc, il est à gauche et à droite. Or, s'il y a une structure qui peut l'aider à réguler tout ça, que veut le peuple? Voilà, tout à fait, et la paix, tout à fait. Alors, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, dit-on souvent, mais quand vous voyez un peu disons, la gestion donc, des centrales syndicales, la gestion des travailleurs, surtout dans le domaine de l'enseignement, sous le président Boulogne Yahi, et également aujourd'hui, puis c'est 17 mois déjà hein, avec le président Patrice Talon, que direz-vous? Moi, je dis, il faut d'abord permettre, surtout dans l'enseignement, permettre aux responsables syndicaux de s'approprier les textes qui les régissent. Pour ma part, pour l'expérience que j'ai eu à faire dans ce ministère, beaucoup sont secrétaires généraux, mais ne savent pas ce que disent les textes. Même d'abord les textes qui régissent l'enseignement, à plus forte les textes qui régissent leurs revendications. Et moi, j'ai souvent dit à mes militants quand je vais les rencontrer, je vous parle, mais je reviendrai et on va discuter des textes, aller chercher. La dernière fois, quand j'ai rencontré le bureau départemental de l'Atlantique, je leur ai dit, allez prendre le statut particulier de l'enseignement. Pour qu'on puisse voir. Pour d'abord, vous mettre. Les gens disent, ils n'ont rien fait dans le statut particulier de l'enseignant. J'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, ce qui nous avantage, qu'est-ce qui vous avantage, il ne peut pas le dire. Or, si vous prenez le titre 2 de l'article 62 et 52, ou bien, oui, de l'article 62 jusqu'à 66 et autres, c'est les avantages, ça. Bon, maintenant, c'est à nous de savoir quelle est notre priorité dans ces avantages. De s'entendre, parce qu'il est le CSDS, le Conseil sectoriel du dialogue social, regroupe tous les syndicats de l'éducation. Et ces syndicats sont logés dans des fédérations. Alors, c'est incompréhensible que les syndicats qui sont dans la même fédération ne peuvent pas s'entendre sur un point de revendication et que d'autres soient en grève, que d'autres refusent d'aller en grève. Ça veut dire qu'il y a un problème à notre niveau. Donc, il revient à nous, responsables, et c'est ça que je voudrais demander au ministre de l'enseignement maternel primaire, d'écouter aussi les bureaux des fédérations. Parce qu'il y a des fédérations qui ont demandé à le rencontrer. Parce que quand vous les rencontreriez, ce qu'ils diront, vous comprendrez à la rencontre de votre CRDS ou bien de votre bureau ce qui se passe. Et il revient aussi à nous qui sommes présidents et secrétaires exécutifs des fédérations de pouvoir faire le point des situations à nos niveaux. Parce que nous, en 2016, on avait fait, avant la rentrée, on avait tenu une séance par rapport à nos points de revendication. Ce qui est regrettable, on a demandé une audience aux deux ministres qui n'ont pas réagi. Je pense que s'ils nous avaient écoutés, on avait des propositions à leur faire pour éviter des crises. Cette année encore, le 6 prochain, la CETB va regrouper ces syndicats de l'éducation nationale, discuter avec eux par rapport à ce que les gens disent, tout ça là, et s'entendre sur le minimum qu'on peut penser, qu'on peut faire aux enseignants pour que l'année soit apaisée. On va encore demander audience. Je leur demande, s'il vous plaît, monsieur le ministre, recevez-nous pour qu'on fasse des propositions. Nous ne sommes pas venus pour déclencher la guerre avec vous. Et nous ne venons pas pour vous obliger à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Nous sommes conséquents, c'est que le père ne peut que donner ce qu'il a à ses enfants. Mais l'écouter, discuter avec lui, c'est un plus même si vous ne lui donnez rien. Alors, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que nous allons avoir une année scolaire 2017-2018 apaisée sans heurts? Parce qu'on constate au beau milieu, à partir de janvier et février, vous remettez encore tout en cause et puis voilà. Est-ce que vous nous rassurez aujourd'hui que nous aurons une rentrée scolaire avec toutes les mesures d'accompagnement du gouvernement? On aura une rentrée scolaire 2017-2018 apaisée. Je viens de vous dire qu'au niveau de la CETB, la FESENSEN, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. La FESENSEN se réunit le 6 prochain. On va faire la rentrée. Le 6, nous allons discuter de ce qu'il nous faut pour qu'il n'y ait pas une année scolaire agitée. Donc, une année scolaire apaisée. Quand on va faire le point et qu'on aura tout ça, nous allons rencontrer les ministres avec. Et c'est pourquoi je demande qu'ils fassent attention. Nous allons déposer une demande d'audience, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous écoutent pour leur présenter. Nous allons leur présenter les problèmes et proposer en même temps des situations et des solutions. À quitte à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Si nos propositions ne sont pas pertinentes, à eux de nous le dire et de nous dire ce qu'ils veulent faire. C'est parce qu'ils pensent que, bon, à leur niveau seul, les fédérations ne peuvent rien, mais c'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est paradoxal que 2 syndicats ou bien 3 syndicats d'une même fédération soient là-bas et que un est ailleurs, soit ailleurs, 2 autres soient ailleurs, parce qu'ils
il n'y a pas de problème. Or, si vous écoutez les fédérations, vous pouvez faire la synthèse des fédérations et pour pouvoir travailler avec la structure avec laquelle vous discutez. Nous, au niveau de la CETB, nous allons faire le travail le 6 prochain. Nous allons faire le point et si vous l'acceptez, nous reviendrons vous rendre compte publiquement ici, après rencontrer le ministre avec nos propositions de solutions par rapport au problème, parce que dans un mois, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura toujours des problèmes. C'est notre capacité de surmonter les problèmes et de trouver des solutions par rapport à ce problème qui font que nous sommes grands et nous allons nous développer. Et nous sommes dans le schéma de grandir, de développer notre pays, parce que plus le pays se développe, nous-mêmes nous développons. Et nous ne sommes pas dans un schéma, a priori, d'une année scolaire agitée. Nous sommes dans le schéma d'une année scolaire apaisée. Alors, pour l'avoir, il faut des intrants. Donc, il faut que, comme on l'a dit, c'est ça le dialogue. Recevoir les fédérations, discuter avec eux, écouter-les et permettre à toutes les structures de dialogue social fonctionner correctement. Et là, vous serez au courant de ce qu'il y a des problèmes des gens et eux-mêmes seront au courant de ce que vous pensez faire à eux. La surprise, il y a de mauvaises surprises aussi. Il ne faut pas que les gens pensent que, bon, on attend. Si, par exemple, ce que vous pensez leur faire, ce n'est pas ça ce qu'ils veulent. Vous allez le faire, toujours, vous m'en dites, il n'a rien fait. Or, si vous avez discuté avec eux, par rapport au schéma que toi, tu amènes, si tu les écoutes, tu dis, bon, c'est ce que moi, je voulais faire, donc je fais comme ça, je pense que je veux. Peut-être que ce que vous voulez leur donner là, c'est plus que ce qu'ils veulent. C'est ça. Et or, si vous leur faites l'autre, ils vont dire non. Moi, je dis, il y a de bonnes choses à appliquer. Moi, je ne demande même pas d'appliquer tout ce qui est dans les statuts. Si nous-mêmes, nous organisons qu'un par un, nous prenons, je pense que le pays sera apaisé et les enfants iront à l'école en paix. C'est ça. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes accompagnés depuis 9h05-10 de M. El Hadj Majidi Sabiro. Il est le secrétaire général du syndicat national des instituteurs, institutrices, animateurs et animatrices des écoles publiques du Bénin, membre titulaire du Conseil national du dialogue social, représentant bien sûr la CGTB. Alors, il est 10h03. Nous allons, dans 2 minutes, ouvrir l'antenne aux auditeurs pour leur permettre bien sûr de vous poser quelques questions. Alors, 2 questions donc avant de vous laisser. Alors, on sait que après 17 mois au pouvoir, avant peut-être cette question, j'allais peut-être oublier, vous êtes syndicaliste, rapidement, depuis un certain temps, il y a aussi ce débat sur l'amendement du franc CFA. Alors, dans un sens ou dans l'autre, il s'agit bien sûr d'un sujet qui fâche aujourd'hui. Alors, certains reprochent donc au CFA d'enrichir la France et d'appauvrir donc l'Afrique et les Africains. Pourquoi les syndicalistes ne parlent pas de ça aujourd'hui? Bon, ça n'a rien à voir avec... Non, au fait, nous en parlons. Quand vous venez à la Bourse du Travail, ce débat se fait. Ce débat se fait, mais on a tellement de problèmes dans le pays que ajouter ça, parce que nous constatons que même si on soulève ce problème-là, est-ce que c'est au niveau de nos présidents? C'est déjà, mais nous voulons avoir d'abord une petite satisfaction au niveau de nos camarades travailleurs, parce que autant que les secteurs ils ont des problèmes. C'est ça. Est-ce que laisser les problèmes des secteurs pour aller s'attaquer à quelque chose de mondial? Nous pensons que si nous trouvons la solution pour apaiser nos camarades au niveau de leur secteur, nous pouvons demander, leur dire, si nous réussissons à abandonner le CFA, nous aurons plus de richesses pour régler nos problèmes. Vous particulièrement, est-ce que... Moi, je suis dans le schéma de cesser d'enrichir l'Europe et la France, parce que moi, j'ai lu beaucoup de documents, ça m'écoeure et ça me fait pleurer, parce que je ne peux pas comprendre que on nous dise que nous sommes indépendants et que jusqu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on est plus colonisé, plus exploité que nos parents qu'on disait qu'ils sont exploités. Eux, non, rien. Eux, ils étaient dans l'obscurité. Et ça se comprend. Mais nous qui nous disons que nous sommes intelligents, nous comprenons tout, nous connaissons tout, et que nous sommes encore dans ce schéma, c'est nous qui sommes plus exploités, nous sommes plus des esclaves. Moi, je suis du côté des activistes qui pensent que sortons. Et c'est là le problème. Le problème n'est même pas d'un pays à un autre. C'est est-ce que nos gouvernants ont le courage de laisser? C'est le à côté qui trouve là. Sinon, regardez le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qu'on se mette ensemble, que nos richesses... Mais c'est les gens là, nos frères qui vont, comment vous appelez là, en immigration là. Si jamais on essaie de fermer nos robinets dans le pays, ils viendront... Ce que nos frères vont faire là, laver les morts, laver les toilettes, c'est eux, les blancs là qui viendront le faire dans notre pays. Ils viennent avec des miettes et ils ne nous donnent rien. La preuve, quand ils vous disent vous aident avec l'argent, quand ils amènent l'argent, c'est les leurs qu'ils amènent pour travailler. En fin de compte, qu'est-ce que nous gagnons dedans?
C'est ça. C'est un véritable problème. Alors, après 17 mois au pouvoir, le président Patrice Talon donc, continue, voulait sa vie d'imposer son style de gouvernance, malgré l'ampleur des défis. Alors, si on vous demandait aujourd'hui d'apprécier son bilan sur le plan politique, sur le plan économique, et sur le plan social, puisque vous êtes des social, rapidement, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Sur le plan social, tout le monde se plaint qu'il y a problème. Parce que moi, je prends le cas. C'est vrai, les casses qu'ils ont eu à faire, c'est pour rendre la ville belle. Quand j'ai faim, là, et quand même quand on me donne de beaux habits, là, ça ne me dit rien. Je risque même d'aller les vendre. Aujourd'hui, là, on a cassé les bonnes dames. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne nous a rien dit. Or, si on nous avait associés dans la casse, on comprendrait. Je dis sur le plan social, bon, ils nous ont dit que de serrer les ceintures et que bientôt, tout va se passer mieux. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, comme il annonce les couleurs en payant ses dettes aux centrales, au-delà des centrales, qu'il paie les travailleurs, au-delà des travailleurs, qu'il paie le peuple, parce que le peuple souffre. Politiquement, je dis aussi que, vous voyez, moi j'ai regardé le président Talon, je me suis dit, c'est quelqu'un qui fonce et qui a une idée derrière la tête. C'est ça. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, je préfère le suivre pour voir là où il va s'arrêter. Mais quand je fais mon point, je dis, il y a certains actes qui posent, il le faut pour le Béninois. Parce que le Béninois, nous là, à des moments donnés, vous avez vu notre grand camarade de lutte. C'est pourquoi moi, je continue de regretter notre grand camarade de lutte. Ah oui. Oui, il a posé des actes. Bon, c'est quelque chose du genre. Il a posé des actes. Nous avons dit qu'il est ci, qu'il est ça. Mais en fin de compte, on a compris que c'était pour notre bien. Ouais. Et nous le regrettons aujourd'hui. Et lui, il a le courage de ne pas regarder ce que les gens disent. Et de vouloir aller à la fin. Mais j'aurais souhaité qu'au-delà de ces avancées, à des moments donnés, qu'il nous explique. Vous voyez, le président Yahi nous avait habitués à venir parler. Et en fin de compte, nous avons vu que c'est des parlottes. Lui ne parle pas. Mais à des moments donnés, il y a de ces actes qu'on dit, c'est pourquoi il avait fait ci. Mais il serait bon aussi qu'il explique certaines choses d'avance avant de poser les questions. Et c'est ça qui manque. Il y a la communication qui n'est pas encore... Et c'est dans tous les secteurs. Vous voyez, ceux qui disent qu'il faut faire grève, qu'il faut faire ci, je suis sûr, si on communique avec eux correctement et qu'ils voient un début de satisfaction, ils n'auront pas le même langage. Donc je souhaite que d'abord, qu'on sente qu'ils nous écoutent. Oui. Après nous avoir écoutés, de nous dire ce que lui pense. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on saurait que, lui, voilà ce qu'il veut, voilà comment il veut faire. Bon, d'accord, attendons-le pour voir peut-être que c'est pour lui qui serait meilleur. Et quand ça ne va pas marcher, on va dire, on t'avait dit. Mais qu'on soit dans le noir et qu'on amène beau là, c'est ça qui fait que les gens crient. C'est ça. Oui. J'aurais souhaité que le président, je l'encourage, et parce qu'on dit, quand vous souhaitez du mal à votre président, c'est vous-même qui souffrez. Parce que s'il ne va pas bien, vous n'irez pas bien, vous aussi. Donc moi, je lui souhaite du courage dans ses actions, mais qu'il ait plus d'écoute et qu'il communique beaucoup. Voilà, qu'il communique beaucoup. Je crois qu'il est à l'écoute, puisqu'il suit religieusement cette émission Quantitable de la radio des défis et puis du groupe de presse le matin. Nous allons maintenant ouvrir l'antenne, Eladj Madjidi et Sabirou, pour les auditeurs. Ils ont certainement quelques préoccupations. Voilà. Madjidi et Sabirou, vous avez suivi donc les auditeurs. Nous allons donc rapidement répondre à toutes ces préoccupations. Nous allons commencer par M. Denis Martin. Oui. Alors, nouvel emploi du temps, est-ce que c'est vrai? Il y aura un nouvel emploi du temps, mais au CI. Là où on doit faire l'anglais. Là, l'anglais sera inséré dans l'emploi du temps et pour pouvoir permettre à l'enseignant d'anglais de pouvoir retrouver son temps pour enseigner ce qu'il va enseigner. Pédagogie sur mesure, oui. Mais écoutez, aujourd'hui, ceux que nous avons aujourd'hui, là, ils sont formés pour ça. Pour réussir une éducation, une formation, il faut que le formateur aussi soit informé et formé. C'est ça. Par conséquent, ce qu'il dit n'est pas mal. Mais il faut que nos acteurs de la formation puissent être informés pour pouvoir l'appliquer. Et vu les enfants que nous avons aujourd'hui, et vu la qualité aussi de comment la formation des maîtres aussi ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui,
C'est maintenant qu'on est en train de recruter les enseignants qui ont fait l'école normale. Sinon, hier, on les a pris de la maison qu'on les a amenés, sans formation. Et c'est maintenant qu'on leur donne la formation. Je pense que il a parlé de structure. Oui, les instituteurs tiennent la tête, je crois que l'autre c'était une contribution. Hein. L'instituteur tient la tête d'une nation. Voilà, oui, au fait, mais je l'ai dit, si l'instituteur est mal formé, le produit qui va sortir de sa maison, de son cabinet, ne sera que ce que nous allons constater. Évitons de former des enfants braqueurs. Et pour éviter d'avoir des enfants braqueurs, il faut que l'enseignant soit entretenu pour qu'il prenne conscience pour faire le travail qu'il doit faire. C'est ça. Bon, le camarade qui a parlé de statut. Oui, statut. Oui, aujourd'hui, tous les enseignants parlent de statut. Et c'est ça que j'ai dit. Dans nos statuts, c'est le titre 2 qui parle des arrêtés d'application. Et je dis, si nous devons prendre tous les arrêtés d'application, nous allons nous noyer. Et c'est pourquoi j'ai dit, au niveau de chaque fédération, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit que les projets d'arrêté ont été élaborés par un comité ad hoc et présentés à la session du CSDS, les projets. Une tâche restant à exécuter, étude avec les ministères chargés de la fonction publique et des finances à l'occasion des travaux d'arbitrage du budget général de l'État, de l'État exercice 2018. Donc, les documents qui sont conçus, c'est ce qu'on nous a dit, ils iront discuter avec le gouvernement. Maintenant, ils ont dit, tout ce qui est arrêté, qui n'a pas d'incidence financière, d'ici la rentrée, ils vont sortir ça. Moi, je dis, si déjà, ce qui n'est pas financier est sorti avant la rentrée, nous pouvons avoir espoir. C'est quand ce qui n'est pas financier ne sort pas d'ici la rentrée qu'on pourra commencer par dire, ils ne tiennent pas parole, il faut agir. C'est pas conséquence. Mais les retraités, c'est ce que moi je pense, et c'est un appel que je lance au gouvernement. Leur rappel des 25%, c'est où et c'est quand? Il faut pas, parce que nous-mêmes, il faut nous voir nous-mêmes à la retraite. Si nous ne nous battons pas pour ceux qui sont à la retraite, qu'est-ce que nous allons devenir? On dit introduction des TD, écoles privées. Mais pourquoi ne pas interdire les TD dans les écoles privées? Mais il n'y a pas 2 écoles. Il faut qu'on se comprenne. Il n'y a pas 2 écoles, il y a une seule école. Que ce soit privé ou public, c'est l'école. Ou bien ils ont appris qu'il y a un ministre des écoles privées. Non, c'est le même ministre qui dirige, qui gère les publics et les privés. Maintenant, il faut que chacun joue son rôle. On ne peut pas interdire les TD, mais c'est les faits. En tout cas, selon ma compréhension, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le maître du CMD, par exemple, pour avoir le résultat qu'il veut, peut faire venir tous les enfants un mercredi ou bien un samedi travailler avec eux, mais sans prendre de l'argent. Mais c'est un TD, c'est un travail dirigé qu'il a fait avec eux. Donc, je pense que ce n'est pas les TD qu'on leur interdit, mais c'est les frais de TD. La réinscription. Bon, moi, je pense qu'il y a certaines écoles qu'il ne faut pas de réinscription. Bon, maintenant, si quelqu'un court vers une école qui a fait des réinscriptions, c'est parce qu'il sait quelque chose. Ou bien, c'est quand vous gagnez. Le type ne vous appelle pas. Et vous-même qui vous allez. Si vous imposez des choses, maintenant, l'État, il y a aussi la convention. Est-ce que l'État, combien l'État participe pour les écoles privées? C'est la lutte que vous faites. En quoi l'État aide les écoles privées? S'il arrive à les aider, bien, il peut lui imposer tout. C'est ça. Dans le cas échéant, il y a problème. Maintenant, le grimper, écoutez, ne doutons pas de la capacité de nos enfants. On ne dit pas de grimper la porte, parce qu'il ne va pas grimper le mur. Nous ne voulons pas former des voleurs qui vont grimper le mur. Voilà. Nous voulons le grimper. Toutes les activités sportives qu'on fait dans l'école, c'est pour permettre à l'enfant. Ce n'est pas seulement être directeur de société qui veut dire qu'on a réussi. Voyez les meilleurs joueurs là, les Messi qu'on sort là. Mais c'est le sport. Si, donc, c'est les milliardaires. Ok. Alors, ils n'ont pas un bureau dans lequel ils vont dire qu'ils sont DG qu'on sort. Mais pourtant, les DG qui se disent DG ne sont pas à côté d'eux. Ce qu'ils font, c'est plus que ce que ceux-là. Or, c'est dans les. Donc, vous formez donc les Messi, les Cristiano Ronaldo. C'est depuis la maternelle. C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la pauvreté a fait qu'on ne veut pas, même si on décèle les talents, on ne veut pas les suivre. Sinon, dès la maternelle, quand on voit que l'enfant est spécialiste en telle activité, on le pousse, on le suit, et il devient expert dans la chose. Nous avons grimpé les Jeux Olympiques. Vous avez vu la fille Yarigo, bien. C'est d'où? Non, je ne pense pas que le grimper, ce n'est pas une obligation pour ceux-là. Souffrance des femmes, je l'ai dit. Oui, les femmes souffrent aujourd'hui dans les foyers. C'est pourquoi j'ai dit le côté social de mon gouvernement, parce que qu'on le veut ou non, c'est notre gouvernement, le côté social a péché. Et il faut qu'il rattrape ça le plus tôt pour que tout le monde se sente heureux.
Voilà, mais moi je pense que le président de la République doit faire beaucoup attention. Il doit savoir que ceux-là qui l'ont combattu hier et qui ne commencent pas à courir pour dire soutien, de peur que les soutiens ne finissent au marché, il ne faut pas qu'on le pousse à la dépasser les mêmes. C'est le même jeu d'hier qui recommence aujourd'hui. Et je pense que lui, pour avoir frotté avec les gens d'hier et être là aujourd'hui, il les connaît, il doit savoir comment se comporter. Il est un homme averti, moi je ne vais pas pouvoir lui dire... Ouattara qui veut étendre le CFA dans les pays de la CEDEAO, c'est 14 pays, mais aujourd'hui il veut étendre sur 16 pays. Voilà, lui il est pour le CFA. Non, je dis, au fait, si on doit se contenter de la réaction de nos présidents, on ne va jamais quitter le CFA. Il faut que le soulèvement populaire là, contre le CFA commence par là-bas. Pour qu'ils constatent que, attention, vous avez vu comment les Burkinabés ont sorti leur président. C'est comme ça que le feu va prendre. Ça, on en parle déjà, non? Ça a commencé. Et quand on va constater qu'un président s'oppose ouvertement à cette histoire, vous allez voir comment il va finir. Alors, dernière question, les relevés, les dossiers qui sont transférés au ministère des Finances seront payés avant le 18. Non, il faut comprendre que le camarade qui parle, il faut qu'on suive nos dossiers. S'il y a un dossier qui n'est pas transmis, cela veut dire qu'il manque quelque chose dans ce dossier. C'est ça. Est-ce qu'il est allé voir si son nom est dans la liste des rejets? Si son nom n'est pas dans la liste des rejets, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, quand on leur a demandé de déposer le dossier, ils n'ont pas déposé à temps. Et c'est ça qui fait. Si on doit attendre tout le monde pour traiter les dossiers, on finira par avoir tout le monde au dos. Mais si on vous donne un délai et que vous ne déposez pas, permettez qu'on étudie ceux qui sont là et qu'ils commencent. Je dis, s'il y a un seul qui a commencé par son salaire et son avance dans le lot, ça veut dire que tous vont prendre. Mais si toujours on va dire qu'il faut attendre, à quand on va attendre? Moi, juste dans le schéma où le lot qui est parti, qu'on s'assure que ceux-là ont commencé par toucher leur salaire, ils ont pris leur avance. Le reste, qu'ils n'ont qu'à aller chercher. Qu'est-ce qui manque dans mon dossier? Pourquoi on l'a rejeté? Pourquoi ce n'est pas parti? Et là, on pourra savoir ce qu'il faut faire. Merci El Hadj Madjidi Sabirou. Avant de vous laisser pour votre mot de la fin, je vais me retourner du côté droit, justement, pour accueillir Chris Bell Mocho. Bonjour. Bonjour. Alors, rapidement, le point de cette émission. L'école béninoise ouvrira sans doute ses portes le 18 septembre prochain. Les dispositions ont été prises pour permettre une rentrée scolaire apaisée aux acteurs du système éducatif, notamment la dette payée de 2010, à en croire le secrétaire général du syndicat national des instituteurs et institutrices, Madjidi Sabirou. Il salue la décision du Conseil des ministres sur la gratuité des travaux dirigés au sein des écoles. Ce dernier souhaite que les enseignants déjà sur place soient initiés à l'anglais afin de limiter la pénurie d'enseignants. Il en appelle au sens de responsabilité élevé des différents acteurs afin que les fonds alloués aux cantines scolaires soient un succès. Toujours dans sa vision d'exhortation, il demande aux enseignants suspendus de donner une motivation à leur réintégration en reprenant le chemin des classes. Ce sera tout pour ce dimanche. Merci et à très bientôt. Merci Chris Bell Mocho pour cette synthèse. Alors, El Hadj Madjidi Sabirou, 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup. Moi, je pense que je vais lancer un appel à l'endroit d'abord des gouvernants qui tiennent parole et qu'on n'ait pas à se retrouver dans qu'est-ce qu'ils vont faire, qui tiennent parole par rapport à ce qu'ils ont dit. Nous croyons, en tout cas, moi je crois, parce que tant que tu ne fais pas confiance à l'autre, tu n'atteindras pas ton objectif. Tout à fait. Donc, je pense que les statuts particuliers, ils ont compris. Tous les enseignants s'accrochent à cela. Même si c'est un seul point qu'ils peuvent appliquer, qu'ils le sortent et qu'on en discute et qu'ils commencent par l'appliquer. Là, on aurait déjà apaisé la situation. Quant aux enseignants, qu'on veuille ou non, la satisfaction totale n'est pas de ce monde. Et par conséquent, donnons le temps au temps et suivons de près et collons-nous à leur culotte pour que nos problèmes soient réglés. Parce que ce n'est pas en jetant l'éponge avec le bébé qu'on a réglé le problème. Tout à fait. Aux parents d'élèves, commencez par penser à comment, vous qui êtes habitués à payer les TD consorts, réorganiser votre fonds, vos poches, pour pouvoir permettre d'encadrer les enfants. Et moi, je dis à nous qui sommes enseignants, apprenons aux enfants à apprendre. Dès qu'on apprend l'enfant à apprendre, il n'a plus besoin de tuteur pour évoluer. Merci beaucoup.
Eladj Madjidi Sabirou, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des instituteurs, institutrices, animateurs, animatrices des écoles publiques du Bénin, membre titulaire du Conseil national du dialogue social. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. On contribue à ce 34e numéro des cas sur table Rock Bouton Redo à la technique. Mais également, il y a Semiet Yessoufou, Chrisbel Moncho, les techniciens de IBN FM de Parakou et puis Léonce Adjevi qui est venu également nous prêter main forte. Retenez ce proverbe de Victor Hugo avant de nous séparer. La persévérance est au courage, ce que la roue est au levier. C'est le renouvellement perpétuel du point d'appui. Hospice, Colin de Travaux, c'est moi. Merci de nous rester fidèles. À dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Au revoir.